Le 28 octobre 2025 restera une date sombre dans les annales du conflit israélo-palestinien, marquant l'effondrement définitif d'un cessez-le-feu, qui n'aura tenu que quelques mois. Cette trêve, négociée dans la douleur, plus tôt dans l'année sous l'égide de médiateurs égyptiens et qataris, n'aura finalement résisté ni aux suspicions réciproques, ni aux rancœurs accumulées, ni aux calculs politiques des différents acteurs. L'annonce par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de la rupture unilatérale de l'accord a sonné comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà lourd de menaces, balayant des mois de laborieuses négociations et réduisant à néant les espoirs, pourtant ténus, d'une stabilisation durable. Les accusations israéliennes portent principalement sur la non-restitution complète des dépouilles d'otages, encore détenues par le Hamas. Une question éminemment sensible, qui touche à la fois aux nerfs de la sécurité et aux fibres les plus intimes de l'opinion publique israélienne. Le gouvernement israélien a également pointé du doigt ce qu'il qualifie de violation répétée du cessez-le-feu par les factions palestiniennes, évoquant des tirs de roquettes sporadiques et des tentatives d'infiltration. Pour Netanyahou, dont la coalition gouvernementale reste fragile, la fermeté apparaît comme une nécessité politique face à une base électorale qui exige des garanties de sécurité tangibles. La réponse militaire ne s'est pas fait attendre. Quelques heures à peine après l'annonce officielle, les premiers F-16 israéliens décollaient pour frapper des cibles présentées comme stratégiques dans la bande de Gaza. Les quartiers généraux du Hamas, les sites de fabrication d'armes, les tunnels d'infiltration et les positions de lancement de roquettes figuraient parmi les premières cibles visées. Mais rapidement, les frappes se sont étendues à des bâtiments résidentiels abritant selon Tsahal des terroristes ou servant de boucliers humains. Les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti dans les ruelles surpeuplées de Gazaville, plongeant une population déjà traumatisée par des années de conflits dans une angoisse familière. Pour les habitants de Gaza, cette reprise des hostilités intervient alors que les stigmates des précédents rounds de violence sont encore bien visibles. Les reconstructions, entravées par le blocus israélien et les lourdeurs administratives, n'étaient que partielles. Beaucoup vivent encore dans des logements précaires, dépendant presque entièrement de l'aide humanitaire internationale pour leur survie quotidienne. Le spectre d'une nouvelle escalade, dans un contexte où les services publics sont déjà exsangues et les infrastructures vitales gravement endommagées, prend des allures de cauchemar. La situation humanitaire, déjà qualifiée de catastrophique par les organisations internationales, avant même cette nouvelle flambée de violence, s'est détériorée à une vitesse alarmante. Les hôpitaux, qui fonctionnaient au ralenti faute de carburant, de médicaments et d'équipements, ont dû faire face en quelques heures à un afflux massif de blessés. Les services d'urgence débordés ont dû procéder à des triages douloureux, priorisant les cas les plus critiques tout en sachant que beaucoup d'autres patients ne recevraient que des soins minimaux. Les générateurs de secours, essentiels dans un territoire où les coupures d'électricité peuvent durer plus de 20 heures par jour, menaçant de s'arrêter faute de carburant. Dans les rues, le chaos le plus absolu règne. Des familles entières, souvent déjà déplacées plusieurs fois lors des précédents conflits, errent à la recherche d'un abri sûr. Mais à Gaza, où la densité de population est l'une des plus élevées au monde et où les espaces protégés sont rares, la notion même de sécurité devient relative. Les écoles de l'UNRWA, qui servent traditionnellement de refuge en période de conflit, affichent rapidement complet, contraignant beaucoup à s'entasser dans des conditions d'hygiène précaires. L'accès à l'eau potable, déjà limité avant la crise, devient un défi quotidien, tout comme la recherche de nourriture, alors que les marchés ferment et que les réserves familiales s'épuisent. Les équipes de secours, qu'elles dépendent du Croissant Rouge palestinien ou d'organisations internationales, travaillent dans des conditions périlleuses. Plusieurs ambulances ont été touchées lors de frappes, selon des accusations croisées. Les Israéliens affirment que le Hamas utilise les véhicules humanitaires comme couverture pour ses activités militaires, tandis que les Palestiniens dénoncent des attaques délibérées contre les secouristes. Cette polémique n'est que la manifestation la plus visible d'une guerre des récits qui se déroule en parallèle des opérations militaires sur le terrain. Sur le front diplomatique, la situation n'est guère plus encourageante. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence, mais comme souvent dans le dossier israélo-palestinien, les divisions profondes entre les grandes puissances ont bloqué toute action significative. Le veto américain à une résolution proposée par la Norvège et appuyée par plusieurs pays européens qui visait à exiger un cessez-le-feu immédiat et à dénoncer. L'usage disproportionné de la force a provoqué une levée de boucliers dans le monde arabe et au-delà.
Pour beaucoup d'observateurs, ce veto illustre l'incapacité chronique de la communauté internationale à imposer une solution politique durable. La position américaine, pourtant traditionnellement pro-israélienne, semble cette fois plus nuancée en coulisses. Les sources diplomatiques évoquent des pressions, mais fermes, exercées sur le gouvernement Netanyahou pour limiter l'escalade et éviter une répétition des carnages des précédents conflits. Mais l'influence américaine, jadis déterminante, semble s'être érodée face à la complexification du paysage géopolitique, régional et aux priorités intérieures de Washington. Du côté palestinien, la réponse du Hamas a été à la hauteur de la colère populaire. Les dirigeants du mouvement islamiste ont dénoncé l'agression sioniste et promis une réponse fulgurante et douloureuse. Les brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont affirmé avoir tiré des centaines de roquettes en direction des villes israéliennes, visant notamment Tel Aviv, Ashkelon et Beersheva. Les systèmes de défense antimissiles israéliens Iron Dome sont entrés en action, interceptant une partie des projectiles mais laissant passer ceux qui menaçaient des zones inhabitées. Cette reprise des hostilités revêt une dimension symbolique particulière, puisqu'elle intervient exactement 2 ans après l'attaque meurtrière du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, une date gravée dans la mémoire collective israélienne. Pour les Palestiniens, c'est aussi le rappel que les cycles de violence s'enchaînent sans perspective de résolution politique. Cette coïncidence calendaire renforce le sentiment d'un conflit enfermé dans une répétition tragique où chaque anniversaire devient une occasion de commémorer les morts tout en craignant de nouveaux sacrifices. La situation sur le terrain évolue rapidement, défiant les pronostics des analystes les plus aguerris. Certains experts militaires évoquent une escalade contrôlée, où chaque camp testerait les limites de l'autre sans vouloir basculer dans un conflit total. D'autres, plus pessimistes, redoutent une répétition des guerres de 2008-2009, 2012, 2014 et 2021, avec leur lot de destruction massive et de pertes civiles. La question des otages israéliens, encore détenus à Gaza, ajoute une dimension particulièrement explosive à la crise. Chaque famille concernée exerçant une pression intense sur le gouvernement pour qu'il obtienne leur libération. La communauté humanitaire internationale, déjà présente sur le terrain, tente de s'organiser face à l'aggravation prévisible de la crise. L'UNRWA, dont les finances sont chroniquement précaires, a lancé un appel d'urgence pour faire face aux besoins immédiats de la population. Mais l'acheminement de l'aide se heurte aux fermetures fréquentes des points de passage, Israël arguant de nécessité sécuritaire. Le corridor humanitaire via l'Égypte, souvent présenté comme une bouée de sauvetage, fonctionne au ralenti en raison des combats autour de Rafah. Dans les capitales arabes, les réactions oscillent entre condamnation, ferme des actions israéliennes et appel à la retenue. L'Arabie saoudite, qui poursuivait avant cette crise un processus de normalisation avec Israël, se trouve dans une position délicate. Riyad ne peut apparaître comme trop conciliant avec l'État hébreu sans risquer de heurter une opinion publique arabe majoritairement favorable à la cause palestinienne. L'Iran, principal soutien régional du Hamas, a pour sa part promis un soutien total à la résistance palestinienne sans préciser la nature de ce soutien. En Israël même, la situation n'est pas uniforme. Si la majorité de la population soutient l'action militaire du gouvernement, des voix s'élèvent pour critiquer l'absence de stratégie politique à long terme. Les mouvements pacifistes, bien que minoritaires, organisent des manifestations pour exiger un retour à la table des négociations. Dans les villes israéliennes proches de Gaza, la vie s'est organisée autour des abris anti-bombes et des alertes rockets, une routine tragiquement familière pour des habitants qui ont grandi sous la menace. La dimension médiatique du conflit prend une importance croissante dans cette nouvelle escalade. Les images de destruction à Gaza, diffusées en boucle sur les chaînes d'information continues et les réseaux sociaux, alimentent l'indignation internationale. En parallèle, les vidéos de roquettes tirées sur les villes israéliennes renforcent le sentiment d'insécurité dans la population israélienne. Chaque camp utilise ses outils de communication pour justifier ses actions et délégitimer son adversaire, dans une bataille narrative où l'émotion l'emporte souvent sur l'analyse. Les conséquences économiques de cette nouvelle flambée de violence commencent également à se faire sentir. Le shekel israélien a perdu de sa valeur face au dollar, reflétant les inquiétudes des marchés. Le tourisme, secteur vital pour l'économie israélienne, risque de pâtir durablement de l'instabilité. À Gaza, où l'économie était déjà à l'arrêt, la situation devient simplement catastrophique, avec un taux de chômage qui dépasse les 50% avant même cette nouvelle crise.
La question se pose avec une acuité renouvelée. Comment sortir de cette spirale infernale? Les solutions éprouvées par le passé, cessez-le-feu précaire, pourparlers indirects, conférences internationales, ont toutes montré leurs limites. L'approche sécuritaire israélienne, basée sur la dissuasion et la pression militaire, n'a pas empêché la reconstitution des capacités du Hamas. De leur côté, les stratégies palestiniennes, qu'elles privilégient la confrontation armée ou la résistance populaire, n'ont pas abouti à la levée du blocus ou à la création d'un État viable. Les observateurs les plus lucides soulignent que cette nouvelle escalade intervient dans un contexte régional en pleine mutation. La normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes dans le cadre des accords d'Abraham avait créé l'espoir d'une nouvelle dynamique. Mais ces espoirs se heurtent aujourd'hui à la réalité tenace du conflit israélo-palestinien qui continue d'empoisonner les relations régionales et d'alimenter les extrémismes. Alors que les frappes se poursuivent et que le bilan humain ne cesse de s'alourdir, la question fondamentale demeure: combien de cycles de violence faudra-t-il encore traverser avant que les dirigeants des deux camps ne comprennent que la solution militaire est une impasse? Combien de vies civiles devront encore être sacrifiées